Aujourd'hui, c'est tellement le mess que je sais même pas quand je fais de la gym. Alors, quand est-ce que je tourne? Où tourne-je? Dans quelle étagère? On y va. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est quand même un peu complexe et essayer d'aider à y voir un peu plus clair là-dedans. C'est le fameux la science contre la foi. Ou, moi, ce qui me parle plus que la foi, parce que la foi, je l'ai pas. Voilà. Ou je l'ai pas dans des choses, on va dire, spirituelles, etc. Je n'arrive pas, pour moi, il n'y a pas de sentiment d'immatérialité. En gros. Je pensais pas parler de ma foi, enfin c'est bien comme ça. Mais l'autre question, ça va être science ou militantisme. Et ça, c'est une question qui m'a été posée. Alors, la science contre la foi, c'est le titre d'un de mes articles sur Renan, et notamment sur le jeune Renan. Enfin, c'était un truc très précis en recension. Mais c'est vraiment une des très très grandes questions de ma thèse, et donc de ses travaux. Sa thèse, c'est sur Averroès et l'avéroïsme. C'est aussi une question qui en est proche. Même, elle s'intitule Averroès et l'avéroïsme. Et moi, finalement, je bosse sur des choses qui sont pas si loin, qui sont aussi assez structurantes, et en fait, pour lesquelles j'ai une espèce de morale par provision, comme disait Descartes, mais que je peux un peu expliciter, qui peut permettre de comprendre 2-3 trucs. Et en tout cas, ça va résonner avec des discussions, mais notamment une discussion très intéressante avec les étudiantes du séminaire de Yannick Chevalier à Lyon 2, et c'était formidable d'être invité et de discuter dans ce séminaire. C'était vraiment chouette. Donc là, la question elle a été posée de but en blanc. C'est une question qu'on a discutée hier soir, et avec des points de vue où on était d'accord différemment, avec mon amie Anne Loyau, que je vois très souvent au séminaire du Muséum, par exemple. Donc là, on est vraiment du côté de l'histoire des sciences, et des sciences peut-être pas dures, mais expérimentales, des sciences naturelles. C'est une question que je vois réabordée dans les stories de ce matin. Enfin, je crois que c'était ce matin, mais en tout cas, j'ai vu ce matin. Et je crois que c'était en début d'après-midi. Parce que j'ai quand même dit, en ce moment, c'est le mess. De Margorito, de la youtubeuse et instagrammeuse Margorito, qui fait des choses assez intéressantes. Je vais essayer de mettre au moins Margorito en lien dans la description. Mais voilà, il y a quand même toujours cette question de qu'est-ce qu'on fait de la science. Et notamment, alors, qu'est-ce qu'on fait de la science en tant que féminisme? Alors, science ou féminisme, pour moi, ça ne s'oppose pas. Et là, j'ai vraiment une façon très simple de régler cette question-là, qui pour moi n'en est pas une. Parce qu'on pourrait dire, bon voilà, est-ce que la science patriarcale occidentale, oui, mais en fait, on a besoin d'avoir un socle auquel croire, et voilà, la chose qui va permettre les connaissances, les informations, les savoirs les plus valides dans notre monde actuel, c'est la science. Et ça, c'est pas discutable. Et ça l'est parce que c'est fait pour. Voilà. Et que ça fonctionne avec des process, etc. Est-ce que la science, elle est patriarcale, occidentale, raciste? Évidemment. Évidemment. Mais la science, elle peut aussi intégrer. La science, ce n'est pas un discours unique. Même si je dis la science. En fait, la science, c'est l'ensemble des discours et des productions et des informations, donc et des connaissances scientifiques produites par la communauté scientifique. Et avec un consensus qui bouge évidemment historiquement, qui bouge selon ses épistémologies, ses modèles de pensée, et qui bouge aussi selon des spectres, enfin voilà, plus ou moins aveugle, avec des biais, des choses comme ça, mais voilà, une science bien scientifique prend en compte ces points aveugles et avance. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans la première partie de mon essai. En résumant, je voulais l'attraper un peu ce qu'on appelle les épistémologies féministes et les théories du point de vue. Alors évidemment, j'en ai besoin pour parler du gaze, mais voilà. Là, on va un peu revenir vraiment de façon très vulgarisante là-dessus. Mais les épistémologies féministes ne reviennent pas à dire que la science doit être jetée. Ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas ce qui se passe dans les faits. Ce n'est pas ce que fait Donna Haraway. En général, ce n'est pas ce que fait Isabelle Stenger, ce n'est pas ce que fait Starhawk. Ce qui est appelé, c'est le développement de savoirs alternatifs et de refondation de la science pour avoir une science qui ne va arrêter de prétendre à une objectivité qui ne fonctionne pas et qui est un mythe, pour aller vers des choses qui permettront des savoirs plus fiables. Et en fait, ce qui compte, c'est pas l'objectivité, c'est la fiabilité des savoirs. Et en fait, on s'en fiche qu'ils soient objectifs ou subjectifs, pour peu que... Enfin, en fait, cette opposition est un peu mythique, elle ne fonctionne pas, elle ne tient pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on établit des savoirs fiables, et fiables pour tout le monde.
avec aussi des dimensions qui vont être éthiques, mais en fait, globalement, il n'y a quand même pas beaucoup de choses qui ne sont pas éthiques pour les gens, mais qui seraient très scientifiques. Et pour ça, je vous rappelle, alors là, je vais faire un point Godwin monumental, mais les nazis n'ont pas produit de la bonne science. En fait, la science des nazis est anti-scientifique. Parce que là, on est vraiment dans le cas, il y a eu des documentaires sur la science nazie extrêmement intéressants, par exemple en archéologie, où il s'agissait de démontrer la supériorité du peuple aryen, et en fait déjà l'existence du peuple aryen. Mais en fait, si votre résultat il est annoncé et qu'il oriente la recherche, ça marche pas. Et en fait, tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des falsifications permanentes. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc moi, si on me demande le féminisme ou le militantisme, mais c'est très simple, ou la science, c'est la science. Et en ça, je suis scientiste. Mais parce qu'en fait, c'est aussi ce qui va le mieux servir le militantisme. Et parce que quand je dis la science, je vais pas... Ou quand je dis que je suis scientiste, je ne pense pas à, par exemple, une prédominance des sciences naturelles, à une vérité de l'objectivité scientifique. Non, non. Moi, j'inclus déjà, en fait, ces résultats de la philosophie, des épistémologies féministes qui viennent souvent de femmes qui ont fait, pas comme moi, des sciences dures. Comme Donna Haraway, je crois que Donna Haraway était primatologue, ou... là, j'ai des noms qui me reviennent plus, mais c'est pas rare d'avoir des femmes qui ont vraiment des parcours de sciences dures brillantissimes et qui passent en philo des sciences, notamment en philo féministe. Est-ce que c'est pour autant, est-ce que cela revient à un refus, par exemple, des sciences? Mais non. Non, non. C'est au contraire la même foi, le même espoir, ou en tout cas la même compréhension du fait qu'on a besoin de la science. Et à ce niveau-là, moi, je vais un peu préciser deux, trois petites choses que je bosse dans mon postdoc, enfin que je bosse quand j'ai le temps de bosser mon postdoc, parce que j'arrête pas de bosser, mais... ça, ce sont des points que j'ai pas encore trop le temps de bosser, mais c'est vers là où je vais, en tout cas qui vont montrer, moi, là, ce que j'espère montrer, c'est pas des résultats que je n'ai pas pour le moment, mais la complexité des questions et des problèmes, et comment cette question même de la science, elle est complexe. Parce qu'en fait, elle nous parle des modes d'accès, des modes de construction des savoirs, de fabrication des savoirs. Un savoir, ça tombe pas du ciel, un savoir ça se construit. C'est éminemment social. Et de voir comment, finalement, ces questions de savoir, elles sont encore plus que des questions d'information, etc., ou même d'épistémé, dans le sens foucaldien, de Foucault. Une façon de penser le monde, ça va être les grands schémas d'explication qui sont même inconscients, en fait. Enfin, quand on dit qu'ils sont inconscients, c'est qu'en fait, ils fondent l'arrière-plan, mais qu'ils ne sont pas forcément explicités. Ça ne veut pas dire qu'ils appartiennent à l'inconscient dans un sens psychologique. Et là, on est sur des formes d'inconscient, mais qui n'appellent pas de la psychanalyse, hein, c'est un peu autre chose. Et qui vont permettre, comme quand on fait de l'anthropologie, de voir par exemple des systèmes de dualisme, d'opposition, etc., ou des façons de penser qui vont être structurantes pour un peuple, une culture, et en fait un moment. Les épistémées, elles changent dans l'histoire. Et elles ne changent pas que pour l'Occident. Voilà. Et on rappelle que l'Occident est un projet et pas une zone géographique. Là, ça ramène aux études coloniales, décoloniales, postcoloniales. Donc là, finalement, voilà, il y a un peu tout ça qui se met en place et qu'il faut avoir en tête. Et la science, on a historiquement, c'est une espèce de... Ce sont des méthodes qui s'élaborent et se construisent d'abord sur l'élaboration de ce qu'est l'empirisme, c'est vraiment le XVIIe siècle, et de ce qui va devenir une communauté scientifique, de ce qui va devenir une division du travail, c'est la spécialisation disciplinaire, de comment ça va s'institutionnaliser dans l'institutionnalisation dans les universités, dans des académies savantes, des sociétés savantes, que ça passe par la diplomation, etc. Et comment, donc ça, c'est la construction de quelque chose qui va être reconnu et qui aujourd'hui est récupéré dans ce qu'on appelle globalement le marché des savoirs et de l'information. Et c'est ce que vous avez quand vous voyez que votre diplôme de licence ou de master, ce sont des crédits ECTS qui sont harmonisés dans l'ensemble de l'Europe, qui vont permettre des échanges, etc. Donc ça c'est la dimension néolibérale de ça.
mais qui en fait qui est la marchandisation, mais de quelque chose qui est beaucoup plus ancien, qui aurait pu ne pas arriver à ça et qui a des avantages. Parce que ça crée aussi eh bien, en fait, des passerelles, des échanges, etc. Donc là, moi, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà, je vous montre comment ça fonctionne. Donc la science, et la façon de penser de la science, elle est multidimensionnelle, mais elle passe notamment par ça. Par ces moments-là, ces faits-là, quoi, en gros. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Ce qui se passe aussi dans tout ça, c'est que la science, en s'institutionnalisant, eh bien, elle a été excluante. Et elle a été en partie théorisée consciemment comme une exclusion. Donc moi, là, dans les choses que je vais explorer, il y aura un peu cette exclusion, mais là, finalement, ce qui m'intéresse, c'est comment les femmes, et en particulier les féministes, ont répondu à ça. Donc globalement, les femmes, comment elles s'en sont emparées, et comment les féministes, dans des discours explicitement engagés, en ont fait quelque chose, font quelque chose. C'est un peu ça, mes sujets de recherche sur les questions de la science. C'est un peu comme ça que ça se construit. Donc, voilà. Quand je dis excluante, ça, ce sont des choses qui ont été, par exemple, très mises en avant dans les années 70. C'est dans des espèces de petits tracts pamphlétaires de Barbara Ehrenreich et j'ai oublié le nom de l'autre, ça j'en ai un peu parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais sur sorcières guérisseuses, etc. Enfin, ça c'est des trucs qu'on va trouver vraiment chez Cambourakis. Il y a eu assez explicitement et assez consciemment une exclusion des savoirs dits de bonnes femmes, de sorcières, de sorciers aussi, voilà, dans l'exclusion des institutions. C'est-à-dire, c'est très clair dans la création des écoles de médecine aux États-Unis. Sont des mouvements qui sont déjà perçus par Michelet, par exemple, dans La Sorcière, j'en avais parlé dans ma vidéo sur La Sorcière. Voilà, l'institutionnalisation de la science, elle se fait aussi, elle se construit comme une exclusion, notamment des femmes. Et elle va accompagner ce que Colette Guillaume appelle le discours de la nature, à savoir l'exclusion des minorités raciales, en fait, racisées, dans le processus de racisation, et des femmes dans ce qu'elle appelle le sexage, et qui n'est pas uniquement la sexualisation, ça c'est le fait qu'on nous amène à vouloir être sexy, pour correspondre pour être validé par un désir, un regard masculin. Le male gaze c'est plus large que ça, hein, mais c'est une des dimensions du male gaze. Et aussi pour, plus largement, voilà, il va y avoir quelque chose de l'appropriation. Et en fait, c'est pas étonnant si Thomas Laqueur, dans La Fabrique des sexes, ça c'est sorti chez Folio, hein, c'est de 90. Je veux dire, c'est pas des trucs qui viennent de sortir, hein, tout ça. Quand je dis Michelet a compris quand même ça, c'est quand même intéressant. Hein. Voilà, le trio que fait Michelet entre sorcière, christianisme et science qu'il voit, et qui est pas féministe, mais qui est pas loin. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant, par exemple, comme moment. Voilà. Et donc, voilà, il y a autre chose là qui est en train de se passer. Laqueur montre, par exemple, que les épistémées de Foucault, elles correspondent aussi à des moments de pensée changeante, hein, historiquement située, de ce qu'on appelle la différenciation des sexes, c'est-à-dire, en fait, Thomas Laqueur étudie la représentation anatomique des sexes. Et globalement, il montre qu'il y a des époques où les sexes masculins-féminins, mâle-femelle si on veut, sont représentés à une période dans un continuum. Donc en fait, globalement, c'est le fameux voilà, les filles sont des garçons inaboutis, quoi. Voilà. Et qu'à d'autres moments, et c'est notamment le cas au XIXe siècle, les sexes sont considérés comme des choses radicalement différentes. Donc il n'y a plus de symétrisation. Alors, il y a toujours une infériorisation des femmes hein, là-dedans, mais il y a aussi un moment où le XIXe siècle, autour par exemple de Virou de Cabanis, va aller vers une différenciation par une explication anatomique, alors qu'en fait les organes génitaux sont les mêmes, hein, qui vont être pensés comme radicalement différents parce que les sexes sont radicalement différents et correspondent à des rôles sociaux antagoniques. Et ça correspond à un moment d'exclusion et d'enfermement des femmes, en fait. Donc moi, voilà, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Et la grande question, c'est, mais en fait, les femmes, elles en font quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et comment, en tant que féministe, on appréhende les sciences?
quand ce sont ces mêmes sciences qui vont servir à apporter des légitimations à ce discours de nature. Autour de discussions, le discours de nature change vraiment de nature, ou de forme, ou d'explication. C'est-à-dire que la nature vient vraiment une nature scientifique. Avec tout ce paradoxe que la nature au XIXe siècle, donc le XVIIIe siècle c'est le grand siècle de la nature, classiquement, mais c'est pas encore le modèle des sciences. Au XVIIIe, on est encore assez marqué, comme au XVIIe, par le modèle astronomique. Les planètes, etc. Mais le XVIIIe siècle, c'est un moment où les sciences naturelles, qu'on n'appelle pas biologie à cette époque-là, sont en expansion considérable parce que c'est le siècle de la classification. Et cette classification, elle est assez embêtante pour les gens, elle peut être gênante, parce qu'elle repose dans la classification de Linné, alors la double classification avec les deux noms en latin, etc. Boum, on échange. Donc comme ça, on peut correspondre et avoir le même langage, la même dénomination des choses dans le monde entier. Et grâce au latin, bien plus pratiqué à l'époque qu'aujourd'hui, mais on est toujours dans ce système de classification, on peut reconnaître une espèce dans le monde entier. C'est hallucinant, en fait, comme invention, la classification linéenne. Et cette classification, elle repose sur les organes génitaux, en fait. C'est curieux, hein. Bon, voilà. Là, je ne vais pas trop développer ce point-là, parce que c'est pas... voilà, je ne suis pas du tout spécialiste de Linné, mais je trouve ça extrêmement intéressant, quand même. Hein. Voilà. Et cette classification, elle amène des espèces de pudeur, par exemple chez Rousseau, dans ses lettres sur la botanique, donc qui sont éditées après sa mort. Mais ensuite, chez d'autres, comme ce qu'on va avoir ensuite, par exemple chez Pierre Boitard, dont j'avais parlé très rapidement, mais qui est très peu connu. Pierre Boitard, c'est quand même quelqu'un qui va aussi voir... qui va refuser ces classifications parce qu'elles sont très artificielles pour lui. Et il va opposer cette classification qu'il va appeler barbare, ce qui est toujours très amusant parce que le barbare, normalement, c'est celui qui ne parle pas grec, mais c'est volontaire, hein, c'est quelqu'un qui sait. Il va les inverser en faisant quelque chose de... Il ne voit pas le partage qu'il y a aussi derrière la classification, il va montrer l'artificialité de la catégorie, notamment le fait que la nature est aussi marquée par le continuum. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, il faut cette étape de classification des sciences nat. C'est aussi ce qui va permettre, en fait, d'historiciser les espèces. D'une certaine façon. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre, avec des gens comme Lamarck au début du XIXe siècle, ensuite Darwin, je vous rappelle l'origine des espèces 1859 en anglais, 1861, me semble-t-il, première traduction française, par Clémence Royer, avec plein de défauts, mais aussi quand même des choses intéressantes. Et tout cela, on va se rappeler, Renan est le premier défenseur non scientifique, enfin non naturaliste, de Darwin en France, en 1863. Ça, c'est démontré par une naturaliste qui s'appelle Yvette Conry. C'est intéressant. Tout ça est vraiment intéressant dans l'introduction du darwinisme en France. Hyper intéressant, hyper dur, énorme thèse. Voilà, un monument. Et moi, ma question, c'est finalement, on assigne d'autant plus les femmes à la nature, à une supposée nature qui les infériorise. Et elles sont infériorisées, subalternisées. C'est un mot qui est déjà chez les Saint-Simoniana, en 1832-34. Et en même temps, on est dans le siècle où la nature, on commence à comprendre la marque de la réception, mais il est considéré comme hétérodoxe, mais on est dans le siècle où ça bouge. Donc on comprend pourquoi on n'avait pas intérêt à ce que ça bouge. Évidemment, c'est anti-chrétien, le fait que ça bouge. On ne peut pas imaginer que Dieu ait fait une création qui bouge. Vous voyez, quand vous créez votre meuble, si le meuble il est un peu branlant, c'est pas bon signe. C'est la même chose pour... évidemment, c'est caricatural ce que je vous dis, mais il y a quelque chose dans le fixisme de l'Église, il y a l'idée de la perfection derrière. Et pas de féerie, pas de devenir, pas tout ça, quoi. Voilà. Et donc, moi, que font les femmes là-dedans ? Et en fait, les femmes, elles ont toutes les positions diverses, comme tout le monde. Que fait Clémence Royer ? Que fait Madeleine Pelletier ? En fait, elles sont deux grandes féministes. Clémence Royer écrit pour La Fronde régulièrement. Et en même temps, comment elles vont se voir, etc. Ça va dépendre, mais en général, c'est le bordel. C'est le bordel. Royer, par exemple, c'est quelqu'un qui est
qui croient quand même globalement à l'infériorité des femmes, mais qui pensent qu'en fait, voilà. Donc elle est à la fois dans un complémentariste, les femmes ne sont pas dans leur plein développement, et puis leur plein développement va amener une autre nature, et en même temps c'est pas exactement ça, mais elle-même se voit comme une exception à la généralité, à la règle des femmes, par exemple. Bah c'est plus sympa d'être un génie, hein. Bah, mais bon voilà, Royer ou Pelletier, moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'elles appartiennent par exemple toutes les deux à la Société d'anthropologie de Paul Broca. Anthropologie au XIXe siècle, ça veut dire on mesure les crânes. Hein. Anthropologie, c'est physique et matériel. Le passage de l'anthropologie à l'abandon de l'anthropologie physique au XXe siècle, et pas tout de suite, c'est un des marqueurs hein, de l'arrivée de la distinction nature-culture, qui est un mythe, mais qui est un mythe bien pratique. Voilà. On y est, voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer au XIXe siècle, on va voir, on a déjà des antivax. Au moment du vaccin contre la rage, il y a des antivax. C'est pas possible, c'est pas normal, c'est honteux, etc. C'est pas nouveau, ça. On a aussi des anti-expérimentations. Par exemple, pour les questions d'éthique animale. Marie Huot, qui a été interrompre la vivisection d'un singe par Brown-Séquard au Collège de France, elle a foutu des coups d'ombrelle à Brown-Séquard. Hein. Renan s'en amuse. Enfin, l'autre s'est pris des coups d'ombrelle, etc. Elle n'a pas sauvé le singe. Les filles et épouses de Claude Bernard, elles n'appartiennent pas à l'SPA. L'SPA, c'est plus ou moins fondé par les vivisecteurs pour parler des autres souffrances animales, parce que ce sont des souffrances utiles. C'est aussi des choses qu'on va retrouver chez Renan, ça. Alors que Claude Bernard a viviséqué plusieurs milliers de chiens, très concrètement. Voilà. Donc, et avec, et ça je possède une lettre qui m'a été faite par ma maman, mais c'est un truc qu'elle écrit un peu partout, quelqu'un comme Eugénie Niboyer, féministe très importante, déjà saint-simonienne, avec le conseiller des femmes en 1936. A priori, on pense qu'elle était proche des cercles de la femme libre en 1932-1934. On va la retrouver ensuite en 1948, avec La Voix des femmes, et c'est une féministe qui va rester vraiment longtemps, hein, et toute sa carrière, hein, enfin toute sa vie, qui va être féministe. Niboyer, c'est quelqu'un qui va appeler dans des lettres, dans des discours, à ce que l'on crée, à côté de la société protectrice des animaux, une société protectrice des femmes, qui n'existe pas. Donc voilà, il y a quelque chose, par exemple, dans le lien avec les animaux, dans l'analogie avec les animaux, elles ne se font pas que dans un sens. En fait, l'analogie, c'est un... Alors moi, j'en vois pas beaucoup chez les saint-simoniennes, des animaux, mais là, on va voir les esclaves, les ilotes, des choses comme ça, mais voilà, il y a d'autres choses encore qui vont se passer par la suite. Quoi. Et ça, c'est quand même super intéressant, de voir comment... voilà, ça bouge. Et là, voilà. Et notamment, elle voit bien les traitements faits aux animaux en science. Donc, voilà, il va y avoir des réactions très différentes à tout ça. Alors, est-ce que la science, elle est patriarcale ou quoi ? Moi, voilà, je l'ai dit, je pense que la science, elle doit être refondée avec les féministes et que les féministes doivent s'appuyer sur la science. Et j'ai quand même vraiment du mal à prendre complètement au sérieux les approches par l'astrologie ou par des choses comme ça. Quand elles sont ludiques, oui, plus j'ai du mal. Et en même temps, il y a d'autres choses à côté qui sont, qu'est-ce qu'on fait de l'intuition, par exemple ? Moi, l'intuition, je la rapproche comme souvent de ce que Spinoza appelle la connaissance du troisième type. La connaissance du troisième type, voilà, c'est quand le médecin il connaît tellement bien son affaire qu'il fait son diagnostic sans avoir besoin de réciter son cours. Et ça marche. Moi, je crois que dans l'intuition, il y a aussi quelque chose, parce que en fait, c'est très compliqué d'être féministe. Et ça l'est de moins en moins, même si ça l'est toujours. Mais moi, voilà, ce que j'étudie, c'est comment des femmes ont lutté pour un problème qui n'avait pas de nom et qu'elles ne connaissaient pas, mais qu'elles ressentaient. Donc en fait, comment on construit un savoir quand on n'a pas accès à la science et que la science ne le connaît pas ? Qu'est-ce qui se passe avant la science ? Et c'est forcément avant la science. La science peut aider. Et elles croient à la science parce qu'elles veulent établir ces savoirs. Je pense aux saint-simoniennes, par exemple. Même si c'est pas un truc ultra présent, mais elles y croient, mais elles en sont très loin parce qu'elles n'ont pas la formation pour. J'ai de la poussière dans mes livres. Comment elles font ? Elles se démerdent. Elles se démerdent et c'est compliqué. Et là, voilà, moi, je vais avoir une forme de scientisme dans la mesure où je pense que on a besoin de la science. Et en même temps, moi, toute ma question, c'est
la science, ou les savoirs ne sont pas que scientifiques. Et donc, quel statut on donne, comment on considère des savoirs qui sont par exemple littéraires, évidemment. Qu'est-ce que peut la littérature? Qu'est-ce que peut la poésie? Voilà. Et c'est pas juste montrer des choses, il y a des choses qui se passent à un niveau psychologique, peut-être psychanalytique en tout cas, voilà, pour Bettelheim, etc. Il y a des choses qui ont été étudiées dans ce sens-là. Moi, c'est pas trop ma came, mais mais à un niveau politique, à un niveau médiatique, ça fait advenir. Et même à un niveau scientifique. Et il y a une façon de faire jouer des choses par exemple, l'ironie littéraire, par la mise en situation. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, moi, ces complexités-là, elles me passionnent aussi dans ma propre écriture. Et là, c'est ces choses-là que je développe. C'est pour ça que j'aime autant la finie comédie de David Foster Wallace, alors que je pense pas que David Foster Wallace soit un grand féministe. Il ne l'est pas, on le sait. Mais littérairement, il se passe des trucs énormes dans un livre aussi complexe. Voilà. Et voilà, donc, mais il y a aussi des savoirs, pas les savoirs de bonne femme, mais les savoirs, par exemple, de femmes, etc. Donc, ce que, par exemple, Elsa Dorlin appelle le dirty care, dans Se défendre. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ces épistémologies du placard, ce dirty care, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas encore la possibilité de savoir, mais qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi en sociologie des savoirs profanes? Voilà. Et ces savoirs-là, comment on les aborde, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les représente? Ça, c'est vraiment une question, par exemple, littéraire. Et comment on évite de les disqualifier? Donc moi, globalement, quand je parle de science, je parle d'une science qui ne va pas mettre au même niveau des savoirs profanes et concrètement expérientiels, par exemple, et un savoir scientifique. Voilà. Il n'y aura pas le même niveau. Il y aura comme des statuts différents, et ces différences, elles ont des hiérarchies. On va pas se mentir. Mais j'aimerais qu'il y ait une véritable prise en compte, et je trouve dangereux d'avoir des discours fondamentalement anti-science. Et en général, ils sont assez peu informés de ce qui se passe réellement en science, parce que la science n'est plus ce mythe de la découverte d'un génie tout seul dans son laboratoire, mais absolument donc soit très distrait comme le professeur Tournesol, qui est la caricature tendre d'un vrai savant. Le professeur Tournesol, c'est le professeur Picard. Je crois que c'est Picard. J'ai envie de dire Pirard. Voilà. Mais un savant extraordinaire, en tout cas. Vous le retrouverez si là je me trompe. Et qui, en fait, peut aussi être le savant immonde, détestable. Je suis désolée, la Didier Raoult, quoi. Mais qui falsifie, ou ce genre de choses, parce que là, on le sait qu'il y a eu des falsifications et des mensonges maintenant. Et des process éthiques absolument pas repris, du harcèlement sexuel couvert, enfin, tout ça c'est dit. Voilà, c'est là. Hein, je crois vraiment pas qu'une bonne science se fasse sans communauté. Donc c'est-à-dire, en fait, la bonne science comme la bonne politique, elle met à bas le mythe du grand homme. Non pas parce que, oh là là, on serait jalouse du fait qu'il y ait des grands hommes. Enfin, franchement, on voit ça de temps en temps sur les réseaux sociaux. Oh là là, si vous n'aimez pas le mythe du grand homme, c'est vraiment que vous êtes... je sais plus chez qui j'ai vu ça, là. J'ai vraiment été sidérée, quoi. C'est de la jalousie, le machin, etc. Non, c'est que c'est délétère, en fait. C'est délétère pour le savoir, pour certaines modalités d'accès au savoir, à une époque où, en fait, les enjeux, ils sont vitaux. On parle quand même de dérèglement climatique. Et ils sont politiquement également vitaux. Et quand je dis vitaux, je pèse mes mots. Dans une période qui est, on va dire, proto-fascisante. Et on va le rappeler, le fascisme s'est défini notamment par le fait que l'on n'arrive plus à croire. Et on est, par exemple, autour de je sais dire, le conflit, c'est pas un conflit, c'est de la guerre entre Israël et le Hamas. Mais je sais bien à quel point le Hamas est à la fois représentatif et pas représentatif de la Palestine. Enfin, rien de voir, on est dans une situation coloniale. On est aussi dans une guerre informationnelle extrêmement dure. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à discuter aussi, parce que tout est atroce, mais on est en plus dans une guerre informationnelle, et qui est là pour qu'on soit sur les nerfs et sur les dents.
et pris par des émotions qui sont légitimes. C'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est horrible, c'est dégueulasse, c'est immonde. Et ça a été fait pour être immonde et qu'on soit choqué. Et ça marche. Et ça marche. C'est des stratégies de choc, de l'horreur, pour qu'il ne soit plus possible de discuter. Littéralement. Et ça fonctionne. Et ce que fait Israël actuellement est tout aussi horrible. Alors, tout aussi, je ne sais pas si ça va, si on s'y maîtrise ou quoi. Est-ce qu'on va compter le nombre de morts? Mais il y a bien plus de morts palestiniens que de morts israéliens. Est-ce que y a des façons de tuer qui sont plus humaines que d'autres? Mais franchement, mais ce n'est pas possible de se poser ces questions-là. Et là, moi, je crois, voilà, il faut revenir à... On est dans une situation coloniale. Israël a un droit légitime à exister, mais à exister dans des frontières qui ne sont pas les frontières actuelles d'Israël. Voilà. Mais à exister quand même. Et il n'y a, en fait, d'un point de vue éthique et pragmatique, que comme ça qu'on peut arriver à de la paix, c'est-à-dire absolument pas avec ce qui se fait actuellement. Moi, c'est ma position actuelle. Elle est probablement nulle à plein de niveaux. Mais je crois que, voilà, il faut... Voilà, il faut aussi penser les choses en se rendant compte qu'on est dans ces guerres informationnelles et qu'on a besoin, par la science, et la science elle est aussi historique, de voir et de réaliser les choses qui peuvent se passer. Et que ça permet d'essayer d'avoir aussi, je ne vais pas dire à faire dans la nuit, c'est bien trop demandé, mais voilà, des positionnements aussi, peut-être un peu de temps en temps, un peu moraux, avoir des boussoles morales. Et là, les boussoles morales d'à peu près tout le monde, probablement les miennes aussi, sont fortement déréglées, quoi. Voilà. Moi, pour le moment, mon positionnement, il est celui-ci, en étant profane, par exemple, sur cette question-là. Sur la question de la science, elle est fondée par une communauté qui n'est pas démocratique et qui ne peut pas l'être. Parce que, en fait, la science ne fabrique pas des opinions, elle fabrique des savoirs, et donc elle ne peut pas discuter... En fait, elle peut fournir des informations au débat démocratique, mais elle suppose elle-même des formations et des niveaux, par exemple, de diplomation ou de sélection d'informations, qui sont à l'intérieur de la communauté, qui vont viser une forme de démocratie, c'est-à-dire que, par exemple, le doctorant, la doctorante peut faire des reviews d'un grand ponte, etc. Et on peut avoir du débat scientifique, qui doit être du débat scientifique, ça ne veut pas dire qu'il ne déborde pas, ni qu'il ne passe pas en harcèlement, etc. Il y a toutes choses qui ne sont pas éthiques et pas scientifiques, parce qu'elles mettent à mal le dialogue scientifique, et donc c'est grave. En fait, c'est grave aussi pour ça, le harcèlement sexuel, dans l'équipe du professeur Raoult. La science est une équipe. Tout ce qui fait dysfonctionner l'équipe globale du laboratoire, mais plus globalement le discours scientifique, c'est très grave. C'est très très grave. Je ne sais pas comment le dire autrement, ce sont des manquements éthiques. Et je ne sais pas comment on peut supporter des manquements à l'éthique scientifique quand on est soi-même scientifique. Vraiment, moi, c'est un truc qui me sidère et qui me dépasse. Parce que moi, c'est ce qui me construit, quoi, et qui me structure. Et donc, je sais ce qu'est la vérité, je sais ce qu'est la réalité, je sais poser des mots sur les choses, je sais me remettre en question, je sais aussi qu'il y a des moments où on ne se remet pas en question, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Et après, le reste, c'est... Mais qu'on reste dans un cadre de débat. Quand on est en colloque, on se met pas des claques, par exemple. On se met des claques nulle part, mais voilà. C'est ça qui va se passer. Et en fait, ça, c'est absolument essentiel parce que ces pratiques scientifiques, on ne va pas débattre avec des scientifiques. Les scientifiques ne sont pas là pour débattre. Les scientifiques, ils sont là pour informer. Mettre en place des vérités et informer avec des débats au niveau de la science, mais enfin, il y a quand même des consensus. Et on sait aussi ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, c'est quand l'industrie du tabac, l'industrie du sucre, paie très grassement des études pour amener le doute. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la fabrique du doute. C'est fait pour. Voilà. Et ça existe. Et c'est le lobbying, etc. C'est ce qui se passe aussi avec les pesticides. Ça, c'est ce qui vient fausser le débat scientifique. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse à tous les niveaux. Donc ça, on l'a au niveau du climat, le climato-scepticisme, c'est ça. Ça sert à faire du doute. Donc il y a réellement des marchands de doute qui vont nourrir ensuite, après, du complotisme, des choses comme ça. Mais voilà. De quoi doute-t-on réellement? Voilà. Et là, je pense que le féminisme doit aussi avoir quand même une colonne vertébrale, scientifique comme politique, et une formation
Peut-être pas forcément en physique nucléaire ou ce genre de choses, encore que franchement, c'est aussi de la culture générale, mais en ce qui font de la scientificité des choses. C'est en fait hyper important. Pour énormément de choses, ce qui permet quand même d'avoir, et ça c'est vraiment ce que disait Anne hier soir, et c'était très précieux, une boussole finalement qui a l'air d'être morale et politique, mais qui est scientifique. C'est-à-dire que elle fonde, la science, c'est ce qui est partageable. Donc elle a porté aussi ce partageable, il montre aussi la nécessité de la laïcité. Et là, moi, je veux dire, je l'ai raconté comment, au lycée, à un moment, bon, une élève m'a dit « Mais madame, pourquoi je ne peux pas parler de Dieu dans ma copie ?» Voilà, ou dire « Parce que Dieu l'a dit » ou en citant la Bible, avec une approche plutôt évangéliste. Mais voilà, ça, c'était pas explicité, ça je le savais par d'autres choses en dehors et d'autres contextes. Des moments de cours. Pas de prosélytisme, mais il y a des informations qui passent sans être du prosélytisme. Et où j'avais répondu, mais enfin, voilà, il y a des modalités de savoir qui sont différentes, et la foi, c'est une modalité de savoir qui ne repose pas sur la rationalité et la démonstration, et à l'école, on vous apprend la rationalité et la démonstration. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas valide, mais ce n'est pas valide dans le cadre de l'école et dans le cadre scientifique. Ce n'est pas comme cela qu'on démontre. Donc, voilà, argument non recevable, mais savoir valide dans un autre cadre. Et moi, c'est un peu ça, en fait, voilà, que je voudrais retenir. C'est pas dire, oh là là, mon Dieu, le fait d'être croyant ou incroyant, ou d'avoir la foi, faites-vous quelqu'un de crétin. Évidemment que non. Voilà. Moi, il se trouve que je n'ai pas la foi, parce que j'ai été élevée par des gens plutôt agnostiques et athées. Enfin, je veux dire, je le sais très bien que c'est un héritage familial, par exemple. Et je crois pas. Voilà. Et d'avoir eu entre les mains l'urne de mon père, voilà. Et pour moi, ça a fait aussi... Voilà, je veux dire, moi, le deuil a renforcé mon absence de foi. Par héritage paternel, mais aussi parce que c'est plus facile de se détacher quand il n'y a pas d'immatérialité de l'âme, d'une certaine façon. Voilà. Donc il y a aussi une part irrationnelle dans cette rationalité. Mais parce que là, en fait, ce n'est pas de l'ordre de rationalité. C'est de l'ordre, bon, d'un matérialisme, et un matérialisme qui est une autre foi. Voilà. En tout cas, moi, ça n'entre pas dans mes explications du monde, clairement. Sans vous en faire un militantisme athée ou des choses comme ça qui me fatiguent. Voilà, vraiment qui me fatiguent au printemps, enfin façon printemps républicain, ou voilà, en mode voilà. Mais la laïcité, c'est dire ça. Il y a des modalités de savoir qui sont différentes. Il y en a qui interviennent dans les copies, d'autres pas. Voilà, en cours et d'autres pas. Alors même qu'on a de la culture religieuse à enseigner en histoire ou en français dans les établissements. Donc c'est vraiment ça aussi qui se passe, et c'est bien aussi dans les moments où on parle de l'humain que les choses sont très conflictuelles, en tout cas peuvent être épidermiques, et ce sont des profs d'histoire, Samuel Paty, ou que cherchait l'homme qui a tué Dominique Bénard. Voilà. C'est de ça un peu dont on parle. Donc moi en tout cas je trouvais que l'idée d'Anne de la science c'est ce qui est partageable, alors que finalement, elle ramenait... Alors, elle ne le disait pas, ça c'est moi qui vais le dire, mais la foi, c'est dur de le partager, parce que tout le monde a envie que sa religion soit la bonne, ou sa foi, ou son absence de foi. Comme tout le monde devant l'œuvre d'art a envie, etc. Et moi, j'aimerais qu'on ait un rapport aux religions qui soit proche de celui de l'œuvre d'art, en termes de partage, c'est-à-dire on a envie de le partager, mais on sait que ça ne se partage pas forcément. C'est pas toujours ce qui se passe au niveau de la foi et de la religion, mais en tout cas, la science, ça fait partie des choses qui sont partageables. Et ça, c'est extrêmement important. C'est du partageable. C'est fait pour être notamment falsifiable, réplicable, et donc partageable. Donc c'est ça, une expérience scientifique. C'est ça, le fait de mettre une note de bas de page pour dire c'est tel manuscrit qui s'appelle MS 122, machin, telle bibliothèque. C'est comme ça que vous allez le retrouver, que vous allez pouvoir vérifier ce que je dis à partir de ce texte-là, de cet article-là, etc. Voici mes sources, voici mes méthodes. Et donc cette espèce d'ouverture de comment j'ai fabriqué ce savoir, c'est vraiment essentiel parce que c'est la base d'un dialogue extrêmement large. Et ça fait partie des choses que je démontrais dans la thèse autour de Renan, dans la façon dont Renan pratique
ce qu'on ne peut pas appeler le dialogue des sciences, parce que les sciences sont pas aussi distinctes au XIXe siècle, et bon voilà, c'est tout l'enjeu d'un numéro que j'essaie de diriger pour les études renaniennes. Mais en fait, voilà, comment en fait, Renan construit la scientificité des études historiques, historiennes, à partir d'un modèle issu des sciences nat, qui pour lui est l'embryogénie. Pourquoi l'embryogénie au XIXe siècle? Parce que les sciences naturelles ont une valeur scientifique dans le champ des idées très haute, et donc c'est sur le modèle des sciences naturelles qu'on pense au modèle de la scientificité. Aujourd'hui, on en est un peu, mais pas complètement sorti, mais c'est ce qui a permis le développement de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie, d'abord sur des modèles de sciences naturalistes, et progressivement en se développant de façon autonome, en se détachant et en gagnant leur propre autonomie. Et là, la question, voilà, elle est toujours chez Renan, qu'est-ce qui est partageable, de façon même très concrète, comment faire des colloques, comment des jeunes et des vieux savants vont se rencontrer, comment avoir un beau style clair pour que tout soit clair et qu'on puisse échanger. Il parle même des langues des sciences, qui ne veut pas voir se multiplier, mais veut qu'on garde le français, parce que bah, voilà, c'est Renan, il y a quand même du cocorico. Comment, donc lui, il veut pas qu'il y ait trop d'articles en norvégien, par exemple. C'est du Renan, hein, bon, voilà, aujourd'hui ça va plutôt être l'anglais, hein, qui va être la langue des sciences, mais bon, moi, voilà, en littérature française, moins, en physique, en informatique, en plein de trucs, bah oui, évidemment, vous écrivez en anglais. Et dans plein de domaines comme ça de la connaissance, voilà, comment on va partager de science à science pour construire ce que nous, on appelle maintenant au XXIe siècle l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, comment on fonde le fait que ce soit échangeable, en fait. Que les choses, elles soient, qu'on puisse partager, parce que c'est en fait sur ce partage que nous construisons ces savoirs qui sont, alors chez Renan, un édifice, moi je me méfie de cette métaphore, qui est chrétienne. Hein, on va pas... Voilà. Mais qui vont permettre... moi, voilà, un de mes postulats, c'était, Renan, il a compris ce qu'est la République des lettres, mais ce qu'il fait, c'est vraiment... Il fonde les conditions pratiques, institutionnelles, scientifiques, épistémologiques, intellectuelles, d'une communauté scientifique, qui est un peu la République des sciences. Et c'est extrêmement beau parce que, voilà, Renan, c'est quelqu'un qui sait ce qu'est l'Internationale ouvrière, qui voit 48, il est encore tout jeune, il sort tout juste du séminaire en 48, il est sorti en 45, ça fait 3 ans, mais voilà. Il est à ce moment de sa construction intellectuelle, c'est le moment où il écrit l'avenir de la science, et lui, en fait, ce qu'il fonde sans le dire, c'est l'Internationale des sciences. Et ça, moi, voilà, s'il y a une idée à laquelle je crois, c'est ça. Qu'on peut fonder quelque chose qui serait une internationale des lettres, des arts. C'est débile de cancel des artistes israéliens, palestiniens, etc. Ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Russes, voilà, par exemple. En plus, on arrive à annuler des spectacles d'opposants russes en France. Mais on est débile, quoi. Ça, c'est vraiment de la politique bête, quoi. Voilà. Mais il peut y avoir une internationale des arts et une internationale des sciences. Ça, j'y crois profondément. Et c'est vraiment... Voilà. C'est ça, moi, mais mon phare dans la nuit, c'est ça. Et qu'est-ce qui va nourrir ça? Qu'est-ce qui va nourrir la science? Permettre ce dialogue scientifique, et donc comment la science elle-même va être ouverte, va parler à la société, mais pas pour imposer des choses à la société, pour proposer des outils, des façons de penser, pour être partie prenante de la société, avec ces process qui sont quand même très spécifiques et qui sont eux-mêmes pas toujours démocratiques. Et là, voilà, l'actualité politique, elle est extrêmement déprimante, mais il y a ces choses-là auxquelles moi, voilà, je crois qu'il faut vraiment, vraiment s'accrocher. Et en tant que féministe, absolument, et on va se rappeler, l'idée d'international est inventée par une féministe qui s'appelle Flora Tristan, dans l'Union ouvrière, dont je parlerai à un moment. Je vous dis à bientôt.